Donc, bonjour à tout le monde. Merci à ceux qui sont présents dans la salle et merci également à tous ceux qui sont présents en ligne. Donc, moi, je suis Fanny Gimbert, responsable de l'action 3 Pégase. Donc, je vais d'abord vous parler un petit peu de la diapo qui s'affiche derrière moi et ensuite, je vous présenterai aujourd'hui notre invitée qui est Klara Kowarski. Donc, comme vous le savez, Pégase, c'est un projet qui a pour objectif notamment de faire du lien entre la recherche et le terrain. Et dans ce cadre-là, on recherche constamment des moyens de faire ce lien. Et donc notamment, on recherche à la fois des enseignants qui sont intéressés pour travailler avec des chercheurs. Donc si vous êtes enseignant, la diapo derrière peut vous concerner. On peut chercher également des familles pour venir avec ses enfants ou ses cousins ou ses petits entre 3 et 17 participer à des études. Et donc, si vous habitez pas loin du campus, ça peut être aussi une possibilité de nous aider à faire ce lien entre la recherche et le terrain que de s'inscrire sur une liste de volontaires pour participer à des études. Et enfin, on cherche aussi des personnes qu'on appelle des personnes ressources, qui sont en fait des personnes qui sont en contact avec des enfants, pas forcément parce que ce sont les leurs, mais parce que c'est leur travail, par exemple, et qui peuvent faciliter la communication, par exemple, quand des chercheurs sont en recherche d'un profil particulier d'enfants avec par exemple un trouble spécifique. Et pour trouver des volontaires, ça peut être un moyen de passer par ces personnes ressources qui peuvent diffuser l'information, voire même accueillir sur place s'il s'agit par exemple d'un lieu qui accueille des enfants régulièrement dans une petite salle à côté. Donc si jamais vous êtes dans cette situation, donc parents, enseignants ou personnes ressources potentielles et que vous avez envie de nous aider, vous avez derrière vous des petits liens que vous pouvez remplir pour nous donner votre contact et du coup on peut vous contacter lorsqu'on a envie de trouver un terrain pour travailler avec la recherche ou lorsque un terrain correspond à une question que les chercheurs se posent, on peut les mettre en lien. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la petite diapo. Donc je vais maintenant vous présenter Klara, parce que c'est quand même le but du jour. Donc Klara Kowarski, qui nous vient aujourd'hui de Paris-Sorbonne, donc qui travaille au LabCID. Elle vous donnera un peu plus de détails peut-être tout à l'heure dans sa présentation, mais simplement savoir que c'est un laboratoire qui s'intéresse au développement de l'enfant. Et elle travaille également à l'INSPE, donc avec des enseignants. Donc ces enseignements, elle les fait en psychologie du développement. Et peut-être autre, elle complétera juste après. Donc elle va nous parler aujourd'hui du développement de la prosocialité. Et l'idée va être de vous montrer des travaux issus du laboratoire et de faire des petits ponts vers l'école. Comment est-ce qu'on peut s'emparer de ces résultats de laboratoire pour s'en servir dans le cadre scolaire. Voilà, eh bien bon séminaire à tous et à tout à l'heure. Alors, merci beaucoup déjà Fanny et Pégase pour l'invitation, pour les courageuses qui sont dans la salle et toutes les personnes qui sont en ligne. Je vais vous parler de développement de la prosocialité, du laboratoire à l'école, parce qu'évidemment, comme beaucoup de collègues, on essaie de faire ce passage de la recherche très fondamentale pour aller sur le terrain et à l'occurrence l'école. Et depuis quelques années, je m'intéresse à la question de la prosocialité que je vais évidemment définir un peu plus précisément. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par remercier les gens avec qui je travaille, parce qu'à la fin des présentations, on y arrive toujours un tout petit peu en courant et on n'a jamais le temps de remercier. Et aussi pour être, disons aussi, honnête sur qui est derrière ce travail. Donc en fait, je vais présenter surtout quelques données d'expérience de laboratoire qui ont été menées par Lucie Rose, dont j'ai encadré la thèse avec Sylvie Chocron à Paris il y a quelques années. Ces sujets de la prosocialité, il ne s'est pas arrêté avec la thèse de Lucie, qui maintenant est postdoctorante à Lyon et qui travaille avec Rebecca Shankland. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler sur ces sujets. Et donc j'ai continué à travailler sur le sujet avec Alice Deza et à l'occurrence Grégoire Borst, donc au LabCID, avec qui on continue de s'intéresser à la question de la prosocialité. On va essayer de la mettre un peu plus en lien avec les acquis à l'école. Et donc là, vous voyez les membres du laboratoire. Donc ça, c'est aussi une manière un peu méta de rappeler que le travail de recherche, ce n'est pas le travail d'une personne, c'est toujours le travail d'une coopération. Donc en soi, la recherche, c'est déjà un peu un premier exemple de prosocialité et de travail coopératif.
Donc, ce qui était un peu dans le résumé, dans le titre, c'est justement le fait de pouvoir aborder des définitions et de donner quelques exemples de recherche expérimentale, et puis passer à la question des programmes et de l'enseignement des compétences psychosociales. Donc, CPS, c'est compétences psychosociales dont on entend de plus en plus parler dans le domaine de l'école. Donc ça, c'est pour, en gros, être explicite sur la question de la terminologie, c'est-à-dire que quand on travaille plutôt en recherche, on va plutôt entendre parler des prosocialités ou de compétences sociales, socio-émotionnelles, mais quand on est dans le monde scolaire, très souvent, on entend parler plutôt de compétences psychosociales. Alors, ces deux choses ne sont pas la même chose, mais parfois, elles touchent à des thématiques qui sont assez similaires. Donc, ça, c'est pour tenir compte, en fait, d'un langage qui peut être parfois différent en fonction du contexte. Alors, pourquoi je m'intéresse à la prosocialité? Donc ça, c'est juste quelques éléments, un peu de contexte aussi sur mon parcours et de comment je suis arrivée à cette thématique. Alors, c'est qu'à la base, j'ai fait plusieurs recherches sur l'autisme, donc j'ai fait mon doctorat là-dessus, et pendant plusieurs années, je me suis intéressée à ce sujet, et notamment au traitement émotionnel. Je m'intéresse donc par le biais de l'autisme au lien entre les compétences sociales et les compétences non sociales, parce que c'est un peu ce qui est propre à l'autisme, en fait, c'est d'avoir ces atteintes dans le contexte plutôt social, des compétences socio-émotionnelles, mais aussi des atteintes qui ne sont pas sociales, comme les comportements répétitifs. Et donc c'est un peu tout le grand mystère de l'autisme, c'est d'essayer de comprendre comment ces deux caractéristiques diagnostiques sont liées, comment elles contribuent toutes les deux en fait, au trait autistique et à l'autisme en lui-même. Et donc, de manière générale, je m'intéresse à essayer de comprendre pourquoi on va vers les autres, pourquoi on fait ce mouvement qui soit vraiment physique, qui soit en fait motivationnel, à travailler avec les autres, à coopérer, à essayer de résoudre des problèmes de manière coopérative. Et donc, évidemment, la question du développement, elle est tout à fait intéressante, donc d'essayer de comprendre quand est-ce qu'elle se développe et comment elle développe ses compétences. Alors, qu'est-ce que la prosocialité? Parce qu'on parle de prosocialité, mais donc on va aller petit à petit vers la définition. Donc, tout d'abord, c'est un sujet d'étude qui est très interdisciplinaire, c'est-à-dire que c'est un sujet d'étude qu'on retrouve dans plusieurs disciplines. Donc, tout ça, c'est pour dire aussi que les définitions que je donne aujourd'hui, elles sont situées au sein de la psychologie, plutôt, évidemment, même si on peut avoir des définitions communes avec d'autres disciplines, mais c'est aussi pour savoir qu'en fonction de la personne qui va aborder la question de la prosocialité, vous pouvez trouver des cadres théoriques qui sont extrêmement divers et différents. Notamment en économie, en sociologie, dans d'autres disciplines qui se sont intéressées à la prosocialité, c'est-à-dire à comment on interagit avec les autres et comment on coopère, par exemple. Donc plusieurs définitions, plusieurs cadres théoriques, mais aussi méthodologie. C'est-à-dire que si on se pose la question de comment on mesure à quel point quelqu'un est prosocial ou simplement gentil avec les autres, on pourrait imaginer tout un tas de mesures possibles pour savoir en gros est-ce qu'on est sympa avec les autres. Et donc des biais aussi. On pourrait définir la prosocialité comme le contraire de l'antisocialité ou de l'égoïsme. C'est un petit clin d'œil parce que quand je parle de ces sujets-là en école, très souvent le mot antisocial, il est automatique, un peu intuitif, alors que souvent on me demande mais qu'est-ce que la prosocialité, comment on la définit. Donc alors on a une idée un peu plus claire de qu'est-ce qui est l'antisocialité et l'égoïsme, et un peu plus difficile de s'imaginer au final le versant plutôt positif donc de ces comportements. Donc je vais y arriver dans quelques instants. Autre petite confusion qu'on entend aussi très souvent sur le terrain, mais aussi dans le contexte de la recherche, c'est la question de la coopération. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, quand on pense à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les élèves, avec les élèves, c'est augmenter leur capacité à coopérer. C'est une partie, ça peut faire partie de la prosocialité, mais pas que, parce qu'en fait, on peut coopérer aussi de manière égoïste. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas avoir un but ou motivation qui est prosocial, mais donc voilà, donc on peut être amené à travailler avec les autres pour répondre à une motivation très individuelle. Est-ce que c'est l'altruisme? Pareil, en fait, on est toujours pour définir et un peu spécifier, pas que. Pourquoi? Parce que l'altruisme est souvent considéré comme la forme la plus pure de prosocialité, c'est-à-dire que l'altruisme est considéré comme le comportement prosocial par excellence, c'est-à-dire l'action qu'on fait pour autrui sans forcément avoir besoin que quelque chose nous en revienne. Donc en gros, c'est un comportement gratuit qu'on fait et qui parfois peut aussi arriver à des extrêmes, comme par exemple mettre en danger sa propre vie ou donner sa propre vie pour les autres. Donc ça, c'est l'altruisme. Donc, dans ce cas-là, évidemment, on n'a pas de bien qui revient. Donc,
Dans quelques instants, je vais parler justement de définition plutôt de la psychologie, en tout cas de la définition que nous, avec Lucie, on a pris en considération pour sa thèse, en tout cas la définition sur laquelle on travaille aussi actuellement, qui est un concept très large et qui va inclure plusieurs comportements. Alors, ça peut paraître un peu anodin de se dire, oui, en effet, aller vers les autres, ça peut se faire de plein de manières, mais concrètement, ce n'est pas ce qui se passe en recherche. C'est-à-dire que quand on travaille en recherche sur la prosocialité, ou en économie aussi, pas seulement en psychologie, on fait des choix qui sont un peu arbitraires aussi pour décider de quel type de prosocialité on parle. Donc si on pense par exemple à la philanthropie, dont on parle beaucoup aussi aujourd'hui dans des discours politiques, la philanthropie est une forme de prosocialité, de type financier par exemple, mais c'est un comportement bien spécifique qui est le partage de ressources par exemple, et ce n'est pas forcément d'autres formes de prosocialité. Donc en fonction du domaine dans lequel on travaille, il peut y avoir des comportements extrêmement spécifiques auxquels on s'intéresse. C'est un ensemble de compétences qu'on peut considérer comme naturelles et ou apprises. Alors là-dessus, c'est un grand débat philosophique très ancien, c'est-à-dire que si on prend les philosophes depuis la nuit des temps, ils se sont intéressés à cette question de savoir est-ce qu'on est prosociaux, est-ce qu'on est altruiste? Est-ce que l'altruisme fait partie de notre ADN? Est-ce que c'est déjà là dans notre développement de façon extrêmement précoce? Ou bien c'est quelque chose qu'on peut apprendre? Le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est un peu de démontrer que ça peut potentiellement être un peu les deux. En tout cas, ce n'est évidemment pas ces recherches que je vais présenter aujourd'hui qui vont pouvoir démontrer et répondre à cette question qui reste une question ouverte et vraiment débattue dans toutes les disciplines qui s'intéressent à ça. Alors, pour répondre à cette question-là, il y a plusieurs manières que les chercheurs ont pris en considération. L'une, c'est celle d'étudier le développement, et notamment, le plus tôt on arrive à démontrer certains comportements chez l'enfant, le plus tôt on peut dire que ces comportements-là, ils sont là de manière très très précoce. C'est-à-dire qu'évidemment, ils s'apprennent un peu, ils peuvent s'entretenir, ils peuvent être augmentés par les apprentissages, mais il y a quelque chose d'extrêmement précoce qui suggère que peut-être il y a quelque chose de l'ordre aussi du naturel chez l'enfant, dans le fait d'aller vers les autres, d'aider les autres. L'autre contexte aussi qui est considéré par les chercheurs, c'est celui des situations d'émergence et des catastrophes. Je vais arriver avec quelques exemples très concrets, mais globalement, il y a des chercheurs qui se sont intéressés aux situations d'urgence et des catastrophes. Ça peut être des situations de catastrophes naturelles, par exemple un tremblement de terre, des inondations, des sujets évidemment qui vont nous toucher de plus en plus avec le dérèglement climatique, donc c'est des sujets quand même extrêmement contemporains et importants, mais aussi des questions d'émergence dues aux conduites purement humaines, comme par exemple les attentats ou des situations dans lesquelles on peut étudier, essayer de voir comment les gens réagissent et est-ce qu'ils réagissent de manière prosociale, est-ce qu'ils vont aller par exemple en aide aux autres. Donc nous, on s'est intéressé au début de la thèse de Lucie à cette question de la prosocialité en situation d'émergence. Pourquoi? Parce que la pauvre, elle a commencé sa thèse en 2020. Donc c'était vraiment le contexte un peu particulier déjà de réagir à l'urgence de la situation, c'est-à-dire déjà de revoir la structure de la thèse. Et donc en fait, on a dû adapter tous nos protocoles de recherche à de la recherche en ligne. Donc on a aussi réfléchi d'un point de vue théorique à cette question de la prosocialité dans des situations d'émergence. Donc là, on avait fait un petit jeu de mots avec le mot émergence de la prosocialité, c'est-à-dire développement de la présocialité, mais aussi ce contexte de catastrophe. Et pour réfléchir à ça, donc on avait notamment considéré tout un tas de questions d'un point de vue vraiment théorique, de savoir par exemple, est-ce qu'il y a des différences lorsque la cause elle est humaine ou naturelle? Est-ce qu'il y a des mécanismes différents? Est-ce que si un événement il est discret ou continu dans le temps, on va réagir de la même manière. Par exemple, on peut imaginer que si on a un attentat, ça va être un moment extrêmement spécifique d'une situation d'urgence. On va réagir d'une certaine manière parce qu'il y a un danger imminent. Ce n'est peut-être pas la même chose qu'une situation d'urgence comme le Covid, dans lequel ça s'est étendu dans les mois et dans lequel les comportements prosociaux ils peuvent être aussi différents. Et enfin aussi la dimension, la taille de l'effet. Et donc là-dessus aussi, il y a plein de recherches qui montrent que par exemple, quand il y a des situations climatiques et des catastrophes aussi dans des régions plus loin de chez nous, il y a des personnes qui vont par exemple envoyer de l'argent, ils vont envoyer des biens, ils vont collecter de la nourriture, des vêtements et des choses comme ça. Donc il y a aussi cette idée des distances et des étendues
des phénomènes. Donc là-dessus, on avait un peu réfléchi de manière théorique, on avait travaillé avec Guillaume Desekache, qui est directeur de recherche à l'IRD. Pourquoi? Parce que Guillaume, il y a quelques années, en 2021, il a publié un article donc, sur lequel il a travaillé pendant plusieurs années autour des victimes du Bataclan. Il s'intéressait à qu'est-ce qui s'est passé pour ces victimes qui ont vécu les attentats du Bataclan d'un point de vue du comportement prosociaux. Qu'est-ce qu'il a démontré? C'est que globalement, on va pouvoir compter chez ces personnes beaucoup plus de comportements prosociaux qu'égoïstes. Donc ça, c'était encore une fois un argument pour montrer que globalement, même dans des situations de danger et de danger vital, les gens réagissent de manière prosociale, en moyenne, beaucoup plus souvent que de manière égoïste. Il y a même eu des cas un peu anecdotiques, mais très intéressants, de réelle démocratie, c'est-à-dire dans des situations de danger vital, des personnes qui se réunissaient pour décider de manière démocratique de quoi faire. Ouvrir une porte, ne pas ouvrir une porte, prendre une décision collective ou pas. Donc ça montre aussi que même quand on risque notre propre vie, ce comportement prosocial en moyenne, il va émerger de manière très rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions, des doutes, on peut tout à fait aborder des détails tout de suite. Et donc cet article théorique qu'on a fait avec Lucie et Guillaume et les autres collègues, il avait aussi amené à la question vraiment de définir qu'est-ce que les comportements prosociaux. Et donc là, en fait, on était revenu sur un modèle fait il y a quelques années par des collègues qui va détailler les comportements prosociaux comme l'ensemble de plusieurs fonctions et plusieurs comportements spécifiques. Je vais traduire ce petit schéma tout de suite en français. Et donc, en fait, les comportements prosociaux, par ce modèle-là, sont définis comme les comportements d'entraide. Donc, globalement, est-ce qu'on va aider les autres ? Par exemple, les enfants aussi qui aident leurs parents, ou ils aident d'autres enfants à faire tout un tas d'activités, que ce soit aussi débarrasser la table, nous débarrasser la table ou organiser un travail à l'école, peut être une forme d'entraide. Les formes de partage, donc là j'ai traduit aussi à propos des enfants et des élèves, le partage du goûter par exemple. Est-ce qu'on partage quelque chose avec les autres? Est-ce que si on a un copain ou une copine qui a oublié son goûter, est-ce qu'on va lui donner un bout de notre goûter? Et enfin, le réconfort. Alors, ce qui est important à savoir ici, c'est que les deux premiers sont des formes qui peuvent exister de manière simplement cognitive, alors que la troisième composante, c'est celle plutôt affective, c'est-à-dire que le réconfort va être un peu plus une réponse d'ordre affectif, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un, par exemple, en détresse, et on va le réconforter. Alors, ça peut être vraiment le réconfort d'aller mettre la main sur l'épaule de quelqu'un qu'on voit en détresse, mais ça peut être aussi de faire un sourire à quelqu'un qui nous envoie un certain signal. Et donc là aussi, dans le contexte du Covid, on s'était un peu intéressé à quelles étaient les formes de prosocialité qui s'étaient adaptées en fonction de la situation spécifique. C'est-à-dire que comme on ne pouvait plus toucher les gens, on s'est intéressé de manière un peu théorique à se dire, bon, en fait, en absence de certains comportements, en empêchement de certains comportements, il y a de nouvelles formes de prosocialité qui émergent, ou en tout cas qui deviennent plus fréquentes, comme le fait d'exprimer des émotions de beaucoup plus marquées par les yeux, parce qu'on avait aussi des masques. Donc voilà, ça c'est pour montrer que dans toute situation, les humains s'adaptent très rapidement. Et donc, si on pense à cette idée de développement, donc là je vais vous montrer quelques études qui sont extrêmement connues dans ce domaine-là. Si je vous pose la question, à partir de quel âge les enfants commencent-ils à montrer des comportements d'aide ou d'entraide, vous direz quel âge? Si on vous pose la question de quand est-ce que les enfants, naturellement, ils aident les autres? Je dirais 4 ans, 2 ans. 4 ans, 2 ans. Voilà, alors la variabilité, l'hétérogénéité des réponses, elle est très souvent normale parce que justement, ça dépend un peu de la définition qu'on donne. Et donc, en fonction de la définition, on va pouvoir détecter certains comportements. Donc là, je vais vous montrer petit extrait d'une vidéo de Tomasello, qui est l'un des plus grands chercheurs sur le sujet, en tout cas sur vraiment l'émergence très précoce de ce comportement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des scénettes avec des expérimentateurs dans lesquels il n'y a pas du tout de langage. On fait venir des enfants au laboratoire et on les met dans certaines situations où on va juste observer leur comportement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'enfants qui n'ont jamais vu la personne qui va manifester un certain comportement. Oh. So.
là, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui va essayer de mettre des pinces à linge. Il fait tomber une pince. Il n'y a pas de langage. Alors, je vous ai mis le lien YouTube parce que c'est toujours très agréable de ressortir ces vidéos quand on veut en parler à d'autres gens. Donc, ces vidéos sont extrêmement mignonnes, mais c'est surtout un résultat de recherche extrêmement important qui avait été publié dans Science, un très grand, enfin, plus grand journal scientifique au monde, qui montre qu'à 18 mois, en moyenne, les enfants vont démontrer des comportements d'entraide, en absence de langage et donc de consignes. C'est-à-dire qu'ils vont quand même détecter des comportements qui sont assez complexes et ils vont aller aider quelqu'un qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu. Et donc, un peu de la même manière, on peut se poser la question de à partir de quel âge les enfants sont-ils sensibles aux injustices et donc à une forme de moralité. Alors, quand on aborde le mot moralité, qui est souvent un peu confondu avec la prosocialité, donc on est sur des sujets de recherche extrêmement proches, là aussi, on a tendance, parce qu'on dit moralité, à se dire « Ah, c'est des enfants beaucoup plus âgés ». Il faut avoir un certain âge, il faut avoir été à l'école depuis un certain temps pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'est la moralité, qu'est-ce qu'est l'injustice. Là aussi, très grande étude de recherche dans laquelle ils ont construit un peu un système assez astucieux pour ne pas utiliser de langage. Je vous montre la vidéo. Donc là, on a un petit personnage. Il n'y a pas de langage. Donc les enfants sont exposés à ce type de procédé. Et là, on a un deuxième personnage qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait simplement ce mouvement-là. Et donc là, on a une autre condition dans laquelle on a un autre personnage qui ne va pas se comporter de la même manière. Il va venir bloquer. Donc vous voyez, on n'a pas grand-chose de compliqué, deux comportements distincts, mais très rapidement, on va attribuer des intentions à ces personnages. Et donc, dès 6 mois et 10 mois, quand on présente les deux personnages, ici à l'occurrence dans la vidéo, c'était le triangle et le carré, les enfants vont avoir une préférence pour le personnage qui aide. C'est-à-dire qu'on leur présente juste les deux formes et en fait, ils vont choisir le personnage qui a aidé. Donc voilà, il y a tout un tas de procédés qui ont été utilisés pour démontrer effectivement que les enfants ils ont une préférence pour la justice sociale, pour la justice dans les comportements, ils ont une préférence pour la prosocialité. Et que globalement, comme je disais tout à l'heure, les adultes agissent pour le bénéfice d'autrui avec un coût individuel, même en contexte d'incertitude, voire de danger vital. Même chose pour les enfants, ça a été montré par certaines études qui vont montrer que les enfants, globalement dans cette étude par exemple, les enfants un peu plus âgés, donc les enfants de 9 ans comparés aux enfants de 6 ans, ils vont tout de suite aider davantage dans une situation, là à l'occurrence c'était une étude sur des tremblements de terre. Donc c'est-à-dire que quand on est exposé à ces situations-là, on va avoir une tendance à l'entraide qui est plus importante. Alors, pourquoi donc on va voir ces comportements de prosocialité? Il y a tout un tas de théories et des propositions qui ont été faites par les chercheurs. L'une, c'est le lien avec la théorie de l'esprit, donc la capacité à se représenter les états mentaux d'autrui, qui a été mise en évidence comme un lien potentiel avec la prosocialité. Et évidemment, le lien avec l'empathie, qui est probablement l'un des liens qui vient intuitivement beaucoup plus souvent dans les explications aussi naïves, c'est-à-dire pas seulement en recherche, mais aussi dans notre compréhension du monde. Mais au-delà de l'empathie, quelles sont les compétences et les fonctions qui sont importantes pour être prosocial, pour aller aider, partager et réconforter les autres? Je vais vous montrer une scène et vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette scène? Donc, il y a une femme enceinte, transport en commun. Je vous avoue, j'ai cherché des images sur le tramway, mais il n'y en avait pas, donc visiblement, il n'y a plus ce comportement dans le métro. Mais aucun individu le regarde. Voilà, exactement. Donc, aucun individu ne cède la place. Donc là, on pourrait dire, toutes ces personnes-là sont égoïstes. Est-ce que vous diriez qu'elles sont tous égoïstes? Certainement, certains d'entre eux n'ont pas vu. Certains d'eux, effectivement, n'ont pas vu. Donc ça pose un peu la question de
Qu'est-ce que la prosocialité au final? Qu'est-ce que l'altruisme? Justement, faire attention aux autres. Donc, je m'étraille un tout petit peu dans ma manière d'expliquer ça. Mais cette simple scène et la réflexion qu'on peut voir sur cette scène, elle peut un tout petit peu nous faire comprendre que la prosocialité n'est pas simplement savoir se mettre à la place de l'autre, être empathique, etc. Parce qu'il est fortement probable que l'un de ces personnages, si juste il levait la tête du livre et du téléphone, c'est très bien cette scène parce qu'il y a un livre et il y a des téléphones, comme ça on évite toute focalisation sur les écrans. Si simplement on faisait attention et on levait sa tête, peut-être qu'il y aurait quelqu'un tout de suite qui dirait « Ah, il faut asseyez-vous, voilà ». Donc ça mène un peu à la question de recherche de Lucie, qui était évidemment de s'intéresser au développement de l'enfant, en fait comment la prosocialité se développe, comment on l'encourage, mais aussi au lien avec les compétences cognitives au sens large, et notamment les compétences attentionnelles et perceptives. C'est-à-dire qu'en fait, on a émis l'hypothèse que la prosocialité n'a pas seulement ce lien avec l'atelier d'esprit et l'empathie, comme on répète très très souvent, mais qu'il y a peut-être un lien un peu plus profond aussi avec des compétences attentionnelles et perceptives de base. C'est-à-dire que pour aller en aide aux autres, il faut tout d'abord voir les autres. Il faut avoir une certaine attention à notre environnement, et que ce n'est pas parce qu'on ne cède pas notre place dans le tramway en femme enceinte qu'on est égoïste, mais c'est que peut-être on ne l'a pas vu. Et donc, évidemment, après, il y a la question de pourquoi on ne regarde pas les gens, mais ça, c'est une question, je pense, pour tout le monde et pour d'autres disciplines aussi. Donc, l'une des premières choses que Lucie a faites pendant sa thèse, c'était la validation d'une échelle de prosocialité. Je vous mets juste ici un petit bout. Alors, c'est aussi un petit rappel pour dire que cette échelle, elle est disponible. Donc, si des gens veulent nous envoyer un mail, on peut l'envoyer par email. Validation d'échelle et surtout traduction d'échelle, c'est-à-dire que Lucie a traduit une échelle qui venait des États-Unis, dans laquelle il y a des petites scénettes qui sont présentées à des enfants et les enfants doivent répondre. Par exemple, un élève assis tout seul à la cantine, quelle est ma réaction? Je demande à un groupe d'amis ce qu'on devrait faire. Je cède ma place. Voilà. Donc, c'est des petites scénettes et on demande aux enfants quelle est leur réaction la plus probable. Donc, on a fait ce travail justement parce qu'on manquait d'une mesure de la prosocialité en français. Donc là, on s'est dit, voilà, on a un comportement qu'on peut bien identifier, mais on était arrivé en 2020 où il n'y avait pas d'instrument dans la francophonie pour mesurer la prosocialité. Donc on a traduit cette échelle qui avait tout un tas de petits défauts. Et le premier défaut, c'était qu'on avait une définition de prosocialité générale. Comportements prosociaux au pluriel, sans spécificité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a repris le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, avec entraide, réconfort et partage. Et là, on a créé une nouvelle échelle qu'on est en train de tester en ce moment. Donc, si vous connaissez des enseignants, des enseignantes, si vous l'êtes vous-même, n'hésitez pas à nous faire un petit signe parce qu'on essaie de recruter partout en France justement pour avoir aussi une hétérogénéité des élèves qui participent. Et on valide cette échelle de 8 à 16 ans pour essayer de vraiment prendre tous les aspects développementaux et aussi pouvoir avoir le même instrument de mesure sur plusieurs cycles. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire, ou à Alice ou à moi-même, ou à Lucie qui participe toujours dans cette étude. Donc, comme je disais tout à l'heure, évidemment, on a construit ce projet de recherche sur la base de certaines observations qui ont été faites dans la recherche sur la prosocialité. C'est qu'on a une augmentation des comportements prosociaux avec l'âge, c'est-à-dire que globalement, les études montrent qu'on va être de plus en plus prosociaux, même si là-dessus aussi, sur les mécanismes, il y a un peu des débats. Par exemple, le plus on se développe, le plus il y aura des comportements complexes qui vont se mettre en place chez les enfants qui vont faire que les comportements prosociaux ils commencent à varier un peu dans leur manifestation. Là, vous avez un exemple d'étude dans laquelle on a un jeu de partage prosocial, c'est-à-dire en fait les enfants ils doivent donner ou décider de ne pas donner des ressources à d'autres personnages. Ils peuvent décider de donner à un ami, à un personnage qui est neutre, un personnage antagoniste, donc quelqu'un qui ne les aime pas, ou quelqu'un qui est anonyme, c'est-à-dire quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à 9 ans, les enfants ils ont tendance à donner des manières un peu sans différence. Ils ne font pas de différence entre le statut. Et avec l'âge, on voit une pente qui commence à se former jusqu'à 18 ans, donc à peu près à l'âge adulte. Clairement, on va préférer donner aux gens de notre groupe. Donc on a des mécanismes complexes. Donc ici, c'est un mécanisme vraiment d'appartenance au groupe qui montre que le plus on grandit, le plus on va avoir tendance à choisir avec qui on partage. Et donc, dans sa thèse, elle s'est intéressée à quel autre mécanisme, autre que l'atelier d'esprit et l'empathie,
sont pris en compte dans la prosocialité, et notamment s'intéresser à l'inhibition, à l'attention et à l'analyse visuelle. Donc globalement, à ces comportements qu'on a un peu observés dans la petite scène qu'on a vu tout à l'heure. Globalement, est-ce qu'on fait attention aux autres? Est-ce qu'on analyse visuellement l'environnement dans lequel on est? Et puis l'inhibition, c'est est-ce que globalement on arrive à contrôler notre comportement vis-à-vis de l'action qu'on fait pour nous-mêmes ou vis-à-vis des autres aussi. Ça va jusque-là? Donc là, grand diapo très chargé, juste pour montrer toutes ces tâches que j'ai nommées, tous les tests de psychologie qui ont été utilisés. Donc on a utilisé que du matériel validé déjà existant, soit qui vient vraiment de la psychologie, voire de la psychologie clinique, ou même cette échelle de prosocialité dont je vous ai parlé. Et on a utilisé aussi, comme on voit dans quelques instants, un jeu du dictateur, c'est-à-dire un jeu qui est utilisé en économie comportementale, qui permet d'être mis devant des situations de choix dans lesquelles on doit décider si on donne ou pas de ressources à d'autres personnes. Très concrètement, quand on va en école et on propose ce qu'on appelle le jeu du dictateur à des enfants, à des élèves, on peut leur donner des stickers, une enveloppe, et on peut leur demander combien de stickers ils souhaitent donner à quelqu'un d'autre. Et ils doivent les mettre dans une enveloppe et nous restituer l'enveloppe. Et on mesure comme ça leur capacité à donner. Clairement, on est en train de mesurer de cette manière-là plutôt le partage. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de cette distinction entre les différentes composantes de la prosocialité. Donc, qu'est-ce que montre Lucie dans sa thèse et donc dans l'article qu'on a publié? C'est que l'empathie ne prédit pas la prosocialité. On ne trouve aucun lien entre empathie et prosocialité dans son étude. Donc ça déconstruit un tout petit peu le mythe aussi de l'empathie comme la grande composante qui expliquerait pourquoi on va aider les autres, pourquoi on va répondre à la détresse d'autrui, par exemple. Ce qu'on trouve en revanche, c'est que par exemple l'inhibition a tendance à prédire l'altruisme, mais plutôt chez les enfants plus jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus l'enfant il est jeune, plus il est désinhibé, c'est-à-dire qu'il a moins de compétences d'inhibition et donc il va aider de manière un peu plus automatique, parce qu'il va moins prendre en compte des stratégies pour décider comment on va se comporter. Donc parfois, on peut avoir des très jeunes enfants qui en demandent « Est-ce que tu veux me donner ton doudou ?» Et les enfants font comme ça. Donc, parce qu'on est dans des compétences d'inhibition qui sont encore moindres, et puis avec l'âge, les compétences d'inhibition vont faire que les enfants vont devenir un peu stratégiques. Est-ce que je partage? Est-ce que je partage avec cette personne? Est-ce que je la connais suffisamment bien? Qui est cette personne vis-à-vis de mes parents? Qui est cette personne vis-à-vis des gens que je connais? Etc. etc. Et avec l'âge, ce qu'on trouve justement dans la thèse de Lucie, c'est exactement ce phénomène. C'est-à-dire qu'avec, plutôt en CM2, les enfants, l'inhibition va jouer le rôle exactement opposé. C'est-à-dire que les enfants qui ont le plus de compétences d'inhibition, ils vont donner moins. C'est-à-dire qu'ils, visiblement, c'est comme ça qu'on a interprété ce résultat, ils vont davantage contrôler leur comportement. Et donc moins donner, moins être dans le partage, quelle que soit la mesure de prosocialité qu'on a utilisée. Donc le questionnaire ou le jeu du dictateur. Et enfin, aussi le résultat sur lequel on avait émis notre hypothèse importante, c'est le rôle de l'attention et de l'analyse visuelle qui prédisent toutes les deux les comportements prosociaux. Et là, c'était vraiment le résultat le résultat important, en fait, c'est démontrer que des compétences de perception et d'attention visuelle vont prédire la capacité à donner. C'est-à-dire que globalement, si on fait attention à notre environnement, si on regarde, on va avoir plus tendance à partager, à venir en aide et à répondre aux besoins d'autrui. Voilà, donc ça c'était ce que je viens de présenter, c'était le premier volet en fait, d'essayer vraiment de comprendre quelles sont les fonctions qui participent à ces comportements prosociaux, d'entraide, des réconforts et des partages. Le deuxième volet de la thèse de Lucie concernait plutôt l'entraînement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut entraîner, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça c'est vraiment la question qui est au cœur aujourd'hui des formations sur les compétences psychosociales à l'école, et c'est aussi une question qui intéresse énormément l'enseignement, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire avec la prosocialité ce qu'on fait avec le français et les mathématiques? Est-ce qu'on peut enseigner les enfants à être gentils? Est-ce qu'on peut enseigner à être plus prosociaux? La réponse est oui. C'est ce que montrent les méta-analyses, c'est-à-dire que les analyses d'analyse qui vont prendre en compte plein de recherches différentes montrent que quand on entraîne, quand on fait des programmes, ça fonctionne. On peut augmenter la capacité, les compétences socio-émotionnelles, on peut augmenter les capacités de partager, d'entraider, pas seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est-à-dire que même entre adultes, si on se forme, on peut améliorer ces compétences-là. Donc Lucie, à partir de ce constat-là et de cette grande littérature, elle a mis en place un programme
Et comme je disais tout à l'heure, on était en pleine pandémie du Covid, donc on a dû passer en distanciel. Donc tout était adapté pour que ce soit du distanciel, ce qui explique un tout petit peu les résultats que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc qu'est-ce qu'elle avait, Lucie? Elle avait 3 groupes. Un groupe qui recevait une information autour de la prosocialité. Donc en gros, on voulait tester est-ce que théorie et pratique influencent toutes les deux de la même manière les comportements prosociaux. Est-ce que si j'explique qu'est-ce qu'est la théorie d'esprit, qu'est-ce qu'est la prosocialité, ça suffit, ou bien il faut mettre les personnes en situation pratique. Et donc là, on avait un groupe qui avait que des informations autour de la prosocialité, un groupe qui avait des informations, mais aussi une action à faire, donc à mettre en place une espèce de comportement très concret autour de ça, et puis le fameux groupe contrôle, évidemment, pour pouvoir comparer, savoir qu'est-ce qui se passe quand on ne propose rien du tout aux enfants. Nos hypothèses, évidemment, c'était que si on entraîne et on fait ce programme, il y a un effet bénéfique sur les comportements, mais aussi sur les compétences cognitives évaluées. C'est que globalement, si on participe, on va avoir une augmentation aussi des compétences cognitives que je vous ai montré tout à l'heure, qui va augmenter. Et on imagine aussi qu'il y a un effet plus important pour le groupe qui va recevoir l'information plus l'action, comparé au groupe qui reçoit que la partie théorique. C'est-à-dire qu'en gros, faire et agir de manière concrète va avoir un impact plus important. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, donc là, c'est juste le petit schéma que vous avez avec la structure très classique de recherche expérimentale, je pense, avec laquelle vous avez un peu l'habitude, c'est-à-dire du pré-test, c'est-à-dire de mesurer toutes ces compétences avant de participer au programme, recevoir le programme qui, dans le cas de la thèse de Lucie, était étalé sur 8 semaines, et ensuite la phase de post-test dans laquelle on remesure exactement les mêmes mesures, et on va voir quel a été le changement en comparant les groupes qui ont reçu quelque chose au groupe contrôle qui n'a rien reçu. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Donc on ne trouve aucun effet. Donc je vais essayer après d'interpréter un tout petit peu et surtout de donner un message final à partir de ce non-résultat, qui est toujours évidemment un moment compliqué à gérer pour les chercheurs. Mais donc on ne trouve aucun effet de l'intervention, c'est-à-dire que le fait d'avoir exposé les enfants à ces contenus pendant 8 semaines, ça n'a aucun effet significatif qu'on puisse mesurer auprès de ces enfants sur les comportements prosociaux. Cependant, ce qu'on trouve, c'est que le niveau initial de certaines fonctions, comme l'attention, l'analyse visuelle, l'empathie, prédisent l'efficacité du programme. Donc c'est plutôt un effet inverse, c'est-à-dire que le plus on a ces compétences-là, le plus de probabilité on a de voir des augmentations. Donc ça dit quelque chose aussi sur les compétences qu'on peut développer chez les enfants et les élèves à l'occurrence, pour s'assurer que les programmes qu'on leur propose soient davantage efficaces. Et pour donner quelques chiffres un peu concrets, donc il y a quand même 44% des enfants qui s'améliorent dans l'une des deux mesures, c'est-à-dire dans le jeu du dictateur ou dans le questionnaire. Donc il n'y a pas d'effet significatif, mais si on va au niveau individuel, on va quand même trouver un pourcentage d'enfants pour qui il y a un peu une petite augmentation. Donc c'est des résultats qu'il faut prendre avec énormément de précautions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet significatif, ça c'est le message final, mais ça dit quelque chose quand même sur notre manière de proposer des actions à l'école et de se poser la question de à partir de quel pourcentage, de combien d'élèves on touche, on se pose la question de l'efficacité. C'est une question qu'on se pose activement quand on pense à l'enseignement spécialisé et à répondre aux besoins éducatifs, les besoins spécifiques des élèves. On parle toujours de petits pourcentages d'élèves pour qui pourrait y avoir une amélioration, mais c'est les élèves qui ont le plus de nécessité. Donc ça pose un peu la question du passage des effets significatifs à la grande échelle. Et inversement aussi, c'est poser la question de ce qu'on met en place en école. Ce n'est pas parce qu'on le met en place et qu'on est très motivé que ça fonctionne forcément. Bon, évidemment ici, on était en distanciel, c'était la période du Covid, donc il y a aussi ces grands contextes qui pourraient largement expliquer l'absence d'effet. Donc en conclusion sur ces choses, ces réflexions-là, les études de Lucie montrent quand même l'importance des mesures validées et testées. C'est un vrai sujet quand on fait de la recherche entre chercheurs, enseignants, enseignantes, en école, c'est aussi l'usage de mesures qui soient standardisées, validées, dont on connaît les effets, enfin dont on connaît la mesure réelle. L'importance aussi de mesurer les effets avant de passer à l'échelle plus importante, c'est-à-dire qu'avant même de dire on va faire tout ça dans une région, dans une ville, même au niveau national, il faut réellement se poser la question en fait, du coût, en fait, de est-ce qu'on a des effets significatifs, ce qu'on va proposer, est-ce qu'il va fonctionner.
Les études sont très différentes. Donc déjà en fonction du cycle d'âge des élèves qui ont été testés, de la région du monde, parce que dans les méta-analyses, on prend en fait toutes les études, donc ça mélange beaucoup de choses. Mais c'est que globalement, en moyenne, il y a des effets significatifs du fait que si on entraîne, par exemple, à augmenter les compétences socio-émotionnelles, donc par exemple déjà la capacité des enfants à détecter et comprendre les émotions, à les exprimer, et leur capacité sociale, dont la prosocialité, ça va avoir un impact sur ces compétences-là, c'est-à-dire déjà si on entraîne à mieux comprendre les émotions, les enfants vont mieux comprendre les émotions. Donc ça, c'est intuitif. Mais l'autre fait, c'est plutôt du transfert, c'est-à-dire que ça va augmenter aussi les résultats scolaires. Maintenant, cet effet-là, il est à prendre avec un tout petit peu de précaution parce qu'il y a aussi des études récentes qui montrent plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que, par exemple, le plus on est en réussite à l'école, le mieux on va. Donc, globalement, si j'ai des bons résultats en mathématiques, il y a plus de chances que j'aille bien et que du coup, je vais avoir des comportements plutôt prosociaux avec les autres. Par exemple, si je suis un bon élève et j'ai des bons résultats en mathématiques, j'ai plus de chances de développer des bonnes amitiés avec les autres élèves et donc, en fait, entretenir aussi une santé mentale, une santé prosociale, enfin, voilà. Donc, il ne faut pas non plus le prendre comme un résultat il faut entraîner que à la prosocialité et aux compétences psychosociales pour qu'il y ait un effet là-dessus, mais aussi de rappeler aux enseignants et aux enseignantes que c'est aussi le contraire, en fait, que la réussite a un effet bénéfique sur le bien-être des élèves et du coup sur ces compétences-là. Parce que ça, alors je ne sais pas quel est votre profil, si vous êtes enseignante ou vous avez quoi comme profil étudiante en psycho ou aussi Moi, je suis un doctorat sur la direction. Ok. Du coup, la question, c'est que souvent, on a tendance plutôt à penser, enfin, en tout cas dans le contexte de l'école, que si on va entraîner sur des questions de bien-être, ça va avoir un impact un peu magique sur l'école et que donc on va augmenter le climat scolaire, le bien-être des élèves et que ça va augmenter les compétences scolaires des élèves. Sauf que le contraire est vrai aussi. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment un travail qu'on essaie aussi de faire pour rappeler que la réussite scolaire a un impact bénéfique sur le reste. Est-ce que ça marche ? Merci beaucoup pour les personnes qui sont restées en ligne pour la patience. On a un petit problème visiblement de connexion sur le campus à Grenoble. Donc je vais passer très rapidement sur cette diapo pour gagner un tout petit peu quelques secondes. Mais du coup, l'idée, c'était justement de mettre l'accent sur l'importance de mesurer les impacts et donc vraiment s'assurer que ce qu'on fait a un impact réel qu'on peut mesurer. Donc ça, c'est un peu, ce que la recherche peut apporter. Mais ce que la recherche apporte, c'est aussi la compréhension de comment on peut mettre en place des programmes en école. Et par exemple, l'étude que j'ai montrée tout à l'heure sur la méta-analyse, elle montre aussi que les entraînements pour les enfants, ils marchent surtout si c'est fait par des enseignants et des enseignantes. C'est-à-dire que quand on demande à un tiers de faire ça, ça fonctionne moins bien. Ou voire ça ne fonctionne pas du tout. Sur lesquels je peux présenter aucun résultat, mais c'est en fait des choses qui vont se présenter un peu dans les années à venir, c'est aussi un intérêt pour les effets du genre et le niveau socio-économique. Pour donner un exemple, celui du genre, c'est qu'évidemment, tout le monde maintenant est à peu près au courant du fait qu'il existe des biais très importants à l'école, et notamment des biais qui sont liés aux différences entre les filles et les garçons, dont celui des mathématiques, qui est flagrant et qui a eu beaucoup de lumière ces dernières années par de recherches très importantes qui ont été publiées aussi en France sur la différence, les écarts entre les filles et les garçons en mathématiques. Et donc notre intérêt pour la prosocialité, c'est aussi de rappeler que certains biais sont présents aussi sur des comportements prosociaux, dans d'autres disciplines scolaires, mais aussi sur ces comportements prosociaux. Deux exemples de choses qui ont été étudiées qui sont assez différentes. L'un, c'est ce qu'on appelle le genius bias, ou le biais du génie. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que ce soit chez les adultes ou chez les enfants, on a un biais du genre sur la notion de génie. C'est-à-dire que la notion de génie, elle est plus facilement associée à des garçons qu'à des filles. Et donc, dès qu'on met le mot génie associé à des savoirs, à des choses, et ben, c'est plutôt les garçons qui vont être attribués à ce terme-là ou qui se auto-attribuent, auto-réfèrent à cette terminologie. Donc, c'est des effets qui sont répliqués, qui ont fait l'objet d'études extrêmement rigoureuses, mais qu'on retrouve aussi dans des cas un peu anecdotiques dont j'ai récemment discuté. Donc, ça reste un exemple, évidemment, et pas une recherche formelle, mais de même formation universitaire, dans lesquelles on a changé le nom
en mettant génie de l'informatique, en mettant le mot génie vraiment dans le titre de la formation, et bien en fait le nombre d'inscrits féminins, d'étudiantes inscrites a diminué. Donc on voit que la terminologie a un impact très important. Et là, vous voyez un autre exemple en fait, de comment on peut étudier ces mécanismes-là. C'est une étude très récente en France qui montre aussi comment les appréciations des enseignants et des enseignantes sont genrées. Donc ici, ils avaient distingué les appréciations qui concernent le comportement avec les appréciations qui concernent les compétences. Et bien, à évaluation égale, notamment en mathématiques par exemple, c'est-à-dire que quand les élèves ont le même niveau en mathématiques, les garçons, ils vont beaucoup plus tendance à recevoir des appréciations négatives quand il s'agit de leur comportement. Et inversement, les appréciations négatives vont beaucoup plus souvent affecter les filles quand il s'agit de compétences. Et tout ça, c'est à évaluation égale. Comment ça s'est traduit très concrètement? C'est dans les appréciations que les enseignants et les enseignantes font verbalement sur les capacités des élèves. On va plutôt dire qu'un garçon, il est doué, mais qu'il a un comportement un tout petit peu erratique, qu'il ne se comporte pas bien globalement. Et chez les filles, ça va plutôt être le contraire. On va dire qu'elle est sérieuse, qu'elle est disciplinée, mais que ses compétences en mathématiques ne vont pas être très très bonnes. Donc voilà, c'est des résultats sur lesquels on commence à cumuler un tout petit peu d'évidence, mais qui rappellent en fait le fait que cette idée de mélanger prosocialité et appréciation du comportement, donc là quand on dit qu'une fille elle est gentille, qu'elle est sage, on renvoie aussi un comportement prosocial. Par exemple, une fille qui aide, mais qui n'a pas de très bonnes compétences en mathématiques. Et donc, le lien entre prosocialité et apprentissage scolaire et les résultats scolaires, il peut être très intéressant aussi pour comprendre en fait quel est le poids de l'un et de l'autre. Donc tout ça semble facile à dire, c'est un peu plus complexe à faire. Je vous fais juste un exemple, c'est que quand on prend en considération les données de l'ADEP, sur lesquelles notamment nous on va travailler avec la thèse d'Alice Deza, en fait, qui est en thèse de doctorat à l'ADEP, donc dans l'institut qui récolte toutes les données sur les élèves en France. Ou si on prend en considération par exemple ELF, donc avec des grands cohortes en fait, qui peuvent suivre les enfants soit très jeunes, soit dans le système scolaire, on voit que tout ce qui concerne la prosocialité, donc les items qui concernent la prosocialité, ils sont très discontinus et ils ne sont pas regardés de façon très systématique. C'est-à-dire qu'on va regarder de façon beaucoup plus systématique les acquisitions un peu transversales ou les mathématiques et le français, mais qu'on a un peu moins des données continues sur la prosocialité, notamment quand je dis continue aussi, c'est que parfois on a des mesures qui sont rapportées par l'enseignant ou l'enseignante, parfois par l'enfant, parfois par les parents. Et donc c'est un peu notre challenge de mettre en lien la différence entre un comportement qui est attribué par le parent ou l'enseignant et le comportement réel des enfants. C'est-à-dire que si chez les adultes il y a des biais, c'est-à-dire si on a tendance à croire que les filles sont plus gentilles que les garçons, ça va être un peu... ça va être intéressant en fait, d'essayer de comprendre quelle est la part en fait, du biais de l'adulte et quelle est la part du comportement réel des enfants. Donc on peut se poser la question de est-ce que les filles sont réellement plus gentilles que les garçons ou bien c'est le biais qui contribue à avoir cet effet. Alors je ne sais pas si c'était suffisamment clair, on arrive sur la fin. Est-ce que, Fanny, je m'arrête là peut-être T'avais combien encore Alors, je ne sais plus parce que comme on a eu le petit accident technique... On peut s'arrêter là et puis... Oui, voilà, s'il y a des questions, je peux... Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour celles et ceux qui sont sur le Zoom et les personnes présentes ici. I'm a big bad trumpet player.